Depuis le bateau, on ne voit qu'une infime portion de la Colombie-Britannique. Mais l'association des exploitations côtières et de l'écotourisme nous permet d'envisager un avenir capable de réconcilier l'industrie et l'environnement. À 80 km de Seattle, de l'autre côté de Puget Sound, s'étend l'île de Vancouver, au Canada. Arrivé à l'extrémité sud-est de l'île, il nous faut maintenant remonter vers le nord, où nous attend notre bateau, une sorte d'éco-cargo. Nous partons donc rejoindre Campbell River en voiture, à travers une forêt ombrophile autrefois omniprésente. La province de la Colombie-Britannique est presque aussi vaste que l'Alaska. L'île de Vancouver elle-même est plus grande que beaucoup d'États américains. Elle est entourée de plusieurs milliers d'îles plus petites. Ces îlots peuvent être très difficiles d'accès et ils sont parfois le seul point de départ pour regagner le continent. À seulement quelques mètres de l'autoroute, on tombe sur une des dernières zones de forêt tempérée du sud de l'île de Vancouver. Les deux espèces d'arbres les plus représentées sont les tuyas géants, âgés de plus de 500 ans, et les sapins de Douglas, qui peuvent vivre jusqu'à 700 ou 800 ans. Ces arbres, en particulier les tuyas, sont très importants pour les peuples autochtones, qui s'en servent pour fabriquer toutes sortes d'objets. Mais c'est aussi un bois très recherché pour sa valeur commerciale. Heureusement, ils sont protégés dans cette région. Difficile d'estimer le diamètre de cet arbre. Mais je sais qu'il y a 180 cm entre mes deux bras tendus. Ce qui nous fait donc, en David Yetman, 2... 4 et 6. On divise la circonférence par pi, soit plus de 3 mètres de diamètre, et il est immensément grand. Il y a une autre essence très commune dans la forêt ombrophile, c'est l'érable. Sa feuille est l'emblème du Canada et on en voit partout. Mais ici, les feuilles sont particulièrement grandes. À l'automne, elles tombent, et c'est l'heure de gloire des arbres à feuilles persistantes. Et puis au printemps, elles reviennent illuminer ce paysage somptueux. Nous sommes à environ 240 km de Menzies Bay, où se trouve notre éco-cargo. L'Aurora Explorer n'est pas un navire de croisière ordinaire. C'est un énorme bâtiment chargé de marchandises. On m'a raconté qu'il pouvait même accoster directement sur la terre ferme. Ce truc-là n'a pas l'élégance d'un bateau de croisière, mais c'est un engin solide. Et comme on risque d'affronter de gros orages, je trouve ça rassurant. Il paraît que ma cabine est au 2e niveau. On dirait que ça vient d'être repeint. Et voilà l'entrée. On part de Campbell River. Généralement, les transports de fret peuvent nous conduire de l'embouchure de la baie Jervis et tout le long de la côte continentale jusqu'à l'archipel de Broughton, soit plusieurs centaines d'îles. On a commencé en 1979 dans un but purement commercial. On desservait les sites les plus reculés, les camps de bûcherons et de pêche, les chantiers de construction et ainsi de suite. Mais beaucoup de gens avaient envie de découvrir cette côte et ne pouvaient le faire que s'ils avaient leur propre bateau ou leur propre avion. Certains endroits étaient très difficiles d'accès. On savait qu'en proposant ça, on tenait un projet porteur. Beaucoup de nos passagers sont surpris de découvrir l'activité sur la côte. Ils sont surpris quand on traverse un paysage totalement sauvage et qu'ils voient soudain apparaître au beau milieu de nulle part une résidence privée à $1 million. Et ils sont encore plus étonnés quand on arrive dans une zone très reculée et qu'on leur montre un camp de bûcherons en activité où travaillent et vivent une douzaine de personnes, avec tout un va-et-vient de bateaux et d'avions qui fait vivre les habitants de la côte.
Notre capitaine s'appelle Ron Stevenson. Et comme nous ne sommes que 11 passagers, il peut se permettre de venir en personne nous présenter notre itinéraire. Et pour vous prouver qu'il ne s'agit pas que d'une sortie de plaisance, allons voir ce que le bateau transporte comme marchandises. Il y a des camionnettes, un grand conteneur apparemment rempli de mobilier, de gros bidons d'essence et plusieurs objets mystérieux qui ne seront visibles que plus tard. On livre aussi bien du matériel que de la nourriture. On transporte des produits dangereux, un peu d'essence, beaucoup d'équipements lourds et la plupart des marchandises indispensables aux équipes de bûcherons et d'ouvriers pour survivre ici. À chaque voyage, on a des gros câbles et des chaînes pour les estacades flottantes qui vont et viennent. On a aussi bien des excavatrices pour construire les routes que des caisses d'œufs pour les restaurants côtiers et les particuliers qui vivent dans la région. Il faut 2 gros moteurs et 2 énormes hélices pour mouvoir ce bateau de plusieurs milliers de tonnes. Notre vitesse tourne autour de 78 nœuds, assez pour nous amener à bon port. La salle des machines est un lieu essentiel. On a 2 moteurs principaux, 2 générateurs, 3 pompes différentes, des compresseurs d'air et toutes sortes d'équipements électriques pour gouverner le bateau. Construit au Canada, l'Aurora Explorer n'en est pas à sa première sortie. Ce bateau de 40 mètres de long et 10 mètres de large affiche un tonnage brut de 305 tonnes, avec 2 niveaux de cabine et un pont gigantesque. S'il y a bien un produit pour lequel la Colombie-Britannique et le Canada sont réputés, c'est le bois. C'est une industrie qui n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans, mais il y a encore des billes de bois partout. Et le transport par voie d'eau reste une des méthodes les plus simples et les moins chères. On voit donc des millions de billes prêtes à partir partout dans le monde, ou même à rester ici, au Canada. Ça, c'est un pont préfabriqué. Ils sont en train de le décharger à l'aide d'une débusqueuse et d'un chariot élévateur pour lui faire monter la pente qui est très raide. Cette région forestière a une topographie particulièrement accidentée avec beaucoup de petits canyons et de cours d'eau. Ces cours d'eau forment un habitat essentiel pour les saumons et les truites. C'est pourquoi ils doivent installer un pont qu'ils récupèrent une fois qu'ils ont terminé pour l'utiliser ailleurs. En tant que capitaine, quelle est votre responsabilité dans ces livraisons? Je dois m'assurer que la marchandise est déchargée en toute sécurité et que mon équipage ne risque rien. Pour l'instant, je suis au gouvernail et je maintiens le bateau sur la plage. Combien de temps les gens restent-ils au même endroit sur ce genre de site? Ce site-là est exploité depuis maintenant 3 ans. C'est rare qu'il reste si longtemps au même endroit. Mais le marché va bien en ce moment. Alors ils continuent à abattre le bois. Les grosses sociétés ne font pas d'exploitation forestière. Elles ont la TFL, la licence forestière, mais elles engagent des entrepreneurs pour l'exploitation. Une entreprise de construction pour percer la route, une autre pour abattre les arbres et encore une autre pour déplacer les billes avec les machines. Ça en fait du monde. Ouais. Le pont est plus spectaculaire, mais les WC portables sont tout aussi importants. Tout ça contribue à protéger l'environnement. La livraison est terminée. Le bateau ne reviendra peut-être pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à moins qu'il soit obligé de revenir dans quelques jours. Tout dépend des besoins du site. J'imagine que cette baie, qui s'appelle la baie Butte, devait être une faille, une fissure dans la surface de la Terre. Et ce glacier de 1500 mètres de haut, cette énorme masse qui s'est écoulée le long de la fissure, a creusé une vallée et érodé les reliefs les plus aigus. Ce matin, en déchargeant, ils ont mis de la boue sur la rampe et le pilote a décidé de la nettoyer. Voilà à quoi ressemblent les stations de lavage en Colombie-Britannique.
C'est le principal approvisionnement en carburant. Quand ils voient le bateau arriver, ils savent qu'ils vont pouvoir faire le plein. Je n'avais encore jamais vu un tuyau de plus de 90 mètres de long. On a vraiment l'impression d'être au 23e siècle, sur une autre planète. La plupart des livraisons effectuées par l'Aurora Explorer sont liées à l'industrie forestière. C'est le moteur de l'économie dans cette partie de la Colombie-Britannique. L'Aurora Explorer est sorti des sentiers battus en combinant écotourisme et activités industrielles. On a d'un côté un bateau qui passe son temps à livrer et à récupérer des marchandises, et de l'autre des gens qui en profitent pour admirer cette côte sauvage. Certains de ces engins semblent tout droit sortis de la guerre des étoiles. Je n'avais encore jamais vu ça. Il y a des années, les types qui conduisaient les treuils de débardage à vapeur apprenaient sur le tas. Tout fonctionnait par frottement et les engins étaient volumineux et très difficiles à manœuvrer. De nos jours, l'industrie forestière est très mécanisée et très technique. La complexité de ce processus est fascinante. Lorsque les grumes arrivent, elles ont déjà été façonnées. Les arbres sont généralement abattus par une machine d'abattage automatique avant d'arriver ici, en bas de la colline. Ces hommes que vous voyez avec les tronçonneuses ne font que peaufiner les branchages pour pouvoir charger un maximum de grumes dans ces débusqueuses. Elles sont ensuite reliées par des câbles et lâchées sur une rampe pour être mises à l'eau. Elles sont déjà triées par taille. Il n'y a plus qu'à les rassembler et remorquer ces trains de bois jusqu'à Vancouver, à environ 2 jours de bateau. Ces billes-là, c'est du sapin baumier, un bois d'une très grande valeur. Elles doivent partir pour le Japon. Celle-ci vaut dans les $900. Et d'ici qu'elle soit débitée et qu'elle arrive au Japon, elle vaudra sans doute 10 fois plus. Le capitaine m'a dit qu'on venait livrer de la nourriture. C'est un hôtel, entrepôt, magasin flottant, et c'est l'Aurora Explorer qui en assure le ravitaillement. Toutes les 2 semaines, le bateau apporte un chargement énorme, avec des glaces, de la viande et des légumes frais. À en juger par le nombre de fenêtres, vous devez héberger pas mal de bûcherons. Jusqu'à 50 personnes. Ah oui? Oui. Ils viennent ici pour manger et dormir, et ensuite ils retournent travailler. Ils travaillent par poste. Un poste, ça peut être 7 jours de boulot et 7 jours de repos, ou 10 jours de boulot, 4 jours de repos. Ça dépend de la compagnie. Et ils sont nourris et logés par l'entreprise? Oui, tout à fait. Il doit y avoir 4 entreprises ici. Il y a des passagers qui ont l'air très intéressés aussi. La plupart d'entre eux ne sont encore jamais venus dans cette partie du Canada, même s'ils sont tous canadiens. C'est donc tout aussi nouveau pour eux que pour moi. Ça, c'est industriel, et ça, là-haut, c'est touristique. On a d'une part les sites industriels que nous desservons, et de l'autre la forme d'écotourisme qu'on a mis en place. Ces 2 aspects apprennent à cohabiter. Très souvent, il vaut mieux gérer la forêt plutôt que de ne pas y toucher. Il y a de vastes portions des côtes de la Colombie-Britannique qui sont désormais protégées et qui resteront totalement sauvages. À d'autres endroits, on récolte le bois depuis si longtemps qu'il est plus pertinent de continuer à les exploiter. Il y a encore des conflits, mais dans l'ensemble, l'industrie forestière manifeste le désir de les surmonter et de revenir dans la lumière plutôt que du côté obscur. C'est un véritable bâtiment industriel. On a des câbles, des palettes, des chariots élévateurs, une rampe, une flèche, une grue. Plein de choses. C'est une super combinaison. Sur un bateau de croisière ordinaire, on ne voit pas de camion qui transporte des détonateurs et porte le pictogramme « Produits explosifs », ni des palettes pleines de sacs d'explosifs. Voilà de l'austinite 15, un explosif, et de l'austinite WR, un autre explosif. Tout pourrait voler en éclats, mais ça met un peu de piment.
Ce genre d'engin réveille ma soif d'aventure. Et comme il n'y a personne dans le coin, je pense que ce chariot élévateur est libre. Ça me rappelle ma jeunesse. Ron, ici Dave. Je suis sur le pont et je voulais vérifier que tout est sous contrôle. Next stop is Blind Channel Resort for a recreation stop. Chance to go for a walk in the forest. Si on était aux États-Unis, les gens croiraient à un assaut amphibie. Pas les Canadiens? On descend juste à terre. Ah bon? On n'attaque personne. D'accord. On descend à terre. Vous êtes plus civilisés que ces grosses brutes d'Américains, hein? Allez, à terre. L'Aurora Explorer s'arrête ici tous les 3 jours pour laisser descendre ses passagers. Heureusement que ces rampes sont équipées de marches parce que ça peut être glissant par ici. On nous a dit qu'on allait pouvoir se promener dans la forêt. Il était temps. D'après Philippe, on surnomme cet arbre le hic. Il est là parce que personne n'a réussi à l'abattre il y a 100 ans. Vous voyez comme l'arbre est pourri au milieu? Ça amoindrit la valeur du bois. Oui, mais très souvent, la partie supérieure reste... C'est gigantesque. Elle reste en excellent état. Il y a certainement du cèdre de grande valeur là-haut. Je peux aller voir à l'intérieur? Tout à fait. Je vous suis. Je ne pense pas qu'il y ait d'ours. Vous m'avez parlé d'un arbre vivant qui est encore plus grand? Oui, il n'est pas loin d'ici. Il est beaucoup plus grand. Il doit avoir environ 800 ans. J'ai un peu de mal à estimer la hauteur de cet arbre, parce que je vois à peine le sommet. Mais d'après Philippe, il fait sans doute dans les 80 mètres. Ça fait un sacré morceau d'arbre. We need everybody back by 15:15. I could maybe stretch it out till 12:30, but we're going to want to get going by 12:30 at the latest. D'accord, on est en route. On sera là d'ici une quinzaine de minutes. Merci. Je viens d'être rappelé à bord par le pilote, qui est aussi mon guide. Quand Philippe dit qu'il faut retourner sur le bateau, j'obéis. La cargaison nous dicte notre route et les marées nous dictent nos horaires. Tout au long de la semaine, on reçoit des commandes au bureau. Il arrive même qu'on nous appelle quand on est en mer pour nous dire qu'il y a une nouvelle cargaison à prendre ou une machine à déplacer. Les gens du bateau appellent cet endroit le paradis des milliardaires. Il semble qu'une grande partie de ces petites îles soient des propriétés privées. C'est un lieu réservé aux gens très fortunés. La mer était plutôt calme jusqu'à ce qu'on arrive dans ce passage. Il y a ici des courants complexes, dont certains très forts, avec des remontées d'eau et même des petits tourbillons. Grâce à ces courants, la faune marine est très riche. Et il y a donc non seulement beaucoup de poissons, mais aussi des aigles et différents oiseaux marins. À l'origine, les gens venaient dans le coin surtout pour la pêche au saumon. Mais je crois qu'avec le temps, ils ont fini par être attirés par la beauté du paysage. Dans le nord du bassin de Géorgie, les propriétés privées et les résidences secondaires se sont multipliées. Beaucoup de gens vivent ici maintenant. Ils ne sont qu'à un court trajet en bateau, puis à un court trajet en voiture d'une grande ville. Si on ne voit pas souvent de glaciers, c'est parce que la plupart d'entre eux sont en recul. En voilà un. Il y a 2000 ans, ce glacier arrivait jusqu'ici et il faisait entre 1,5 km et 3 km d'épaisseur. Aujourd'hui, il a beaucoup reculé et n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais c'est quand même un glacier. On imagine mal quelque chose de plus spectaculaire que ce torrent d'eau douce plongeant dans l'eau salée de la baie. Cette chute d'eau est certainement alimentée par la fonte des neiges, mais peut-être aussi par la fonte du glacier. Il suffit d'observer à quel point l'eau est trouble. C'est dû aux dépôts rocheux charriés par le glacier. En
général, le déchargement n'est pas un problème. Mais là, il s'apprête à décharger un engin particulièrement volumineux et peu maniable qui pourrait se balancer et faire des dégâts. Il a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais c'est un engin indispensable pour couper des arbres sur un terrain escarpé. On attache ses câbles aux billes pour les mettre dans la bonne direction et les redresser. Avec ses chenilles, il peut aller à peu près n'importe où. C'est un échange. Ils vont charger ce gros camion équipé d'un autre genre de câbles et de grues sur le bateau et le remplacer par celui qui vient de descendre. Je vais m'écarter un peu. Ça, c'est une foreuse. Pour accéder au bois, il faut percer des routes. On creuse un trou dans la roche, on le bourre d'explosifs et on fait tout sauter pour pouvoir apporter le matériel jusqu'au site. Le jeu consiste à deviner à quoi sert cette machine-là. Avec la foreuse, elle va prendre toute la place qu'occupait la grue. J'espérais qu'on pourrait danser un peu une fois le pont dégagé demain soir. Mais on dirait qu'il va être à nouveau bien rempli. Les arbres qui ne sont pas utilisés pour le bois servent à faire du papier. En particulier les tsuga. On les réduit en poussière avant de les apporter à Powell River, où ils sont transformés en papier dans cette usine de pâte. L'industrie papetière canadienne était autrefois une des plus prospères du monde. Mais les coûts de production sont si élevés que le Canada ne peut plus concurrencer des pays au climat tempéré où les arbres poussent plus vite. Pourtant, ça a l'air de bien tourner ici. Powell River est une ville papetière et ses habitants ont découvert que la méthode la moins onéreuse pour construire une digue et protéger le port, c'était d'utiliser les Liberty Ships américains qui sont en béton armé et servaient à assurer le ravitaillement dans l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une solution efficace pour protéger Powell River des vagues. On ne sait pas bien s'il s'agit d'un hommage aux héros de la Deuxième Guerre mondiale ou plutôt aux ingénieurs qui ont trouvé un moyen bon marché pour régler ce problème marin. En tout cas, c'est bizarre. Voilà l'avion. Et Guy est là. Ça va, Guy? Oui, On ne risque rien, hein? rien du tout. Quand on voyage en bateau, on ne peut pas vraiment voir à quoi ressemble la région. Pour ça, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre l'avion. Le littoral de la Colombie-Britannique compte plusieurs milliers de kilomètres de bras de mer et de côtes. Au départ, on pourrait croire qu'il n'y a que ça, mais le paysage change peu à peu. Et on commence alors à découvrir l'immensité sauvage de cette province. Je n'avais jamais mesuré l'ampleur des coupes claires réalisées ici, mais il paraît que la plupart d'entre elles remontent au début du XXe siècle. On est maintenant à environ 900 mètres d'altitude et on commence à voir les sommets. Le sommet le plus élevé de la région est aussi le plus élevé de la province. Il se dresse à un peu plus de 3900 mètres de haut, largement au-dessus de nous. Là, on mesure vraiment à quel point la Colombie-Britannique est vaste. Et encore, on n'en voit qu'une toute petite partie. Il faudrait plusieurs vies pour explorer tout ça. On est désormais assez haut pour voir les glaciers. Tout ça était autrefois recouvert par un glacier d'1,5 km d'épaisseur. Mais il y a encore 10 000 ans, il n'y avait ici que des montagnes. Et les montagnes se sont élevées de quelques centaines de mètres. Voilà un glacier. Il a des reflets rouges. Les gens du coin m'ont parlé de ça. Ils m'ont expliqué qu'il s'agissait d'une algue. Vous avez vu comme ce pays est grand? Ce sont des roches brisées qui ont été érodées par les glaciers. On passe maintenant au-dessus de la baie Butte. Elle doit faire 65 km de long.
Ça fait un peu bizarre de voir les gardes-côtes canadiens patrouiller ici, mais ces eaux sont fréquentées par plusieurs centaines de bateaux, dont certains très gros. Le travail des gardes-côtes consiste à s'assurer qu'ils sont en règle et qu'ils ne risquent rien.